panel, actually, I would love to call my colleagues. Several questions come to place, especially about the future of work and about if robots will place or replace human beings. But no matter what, human beings, they are a very important component in the equation of development and sustainable development for the future. So today, as I'm going through, I would love to invite my colleagues to join me to the stage. Hisham Atman, please, Director of ST Microelectronics, right? Thank you. Welcome. Bonjour. Yamik, please, the CEO of Code Europe, right? Welcome. Pleasure. Omar, please, where is he? I saw you here, yes, please join the stage. Business Director for Strategies for Siemens as well. Mehdi Naim, my great creative gentleman, please welcome the stage. And we have also Mehdi Azmrak, please. Mehdi, yes, welcome. So on my way, welcome, please join. On my flight yesterday from United States, from my second home to my first home in Morocco, I was reading an article, which is a very fascinating article, about the 3D printing. It's actually an industry which is fascinating. An industry that generates, that was climbing from 5.2 or 8 billion dollars to $55.8 billion. So today on this stage, we have people from different backgrounds. We will discuss several questions, especially the future of work and how we can use problematic solutions from raw material to product. And I would love to start with my great friend, Omar. So since we are with Siemens, we start with Siemens as well. We finish with Siemens and we start with Siemens. Please. Good. Je sais pas si on doit continuer en anglais ou ça va être plus pratique en français pour changer un peu. J'espère que ça fait pas trop de Siemens aujourd'hui pour vous tous. Avant de commencer, j'aimerais bien remercier Hicham quand même, parce que il est où? Hicham, il est là. Ce que vous ne savez pas de Hicham, au-delà du fait qu'il soit un grand promoteur de l'industrie au Maroc, c'est un grand patriote. Et tout ce qu'il fait, c'est vraiment pour le développement économique du pays. Il est en train de créer une dynamique que vous ne voyez pas peut-être, mais moi je vois quelques aspects. Je voudrais le remercier et l'encourager. Alors ça va être très difficile pour moi de parler de ce qu'on fait devant mon boss, parce que je ne le fais pas souvent. Oh, je ne sais pas où il est, tant mieux il n'est pas là. Mais j'ai envie de vous raconter une histoire en fait, une histoire d'une nouvelle technologie qu'on pense chez Siemens révolutionnaire, et on a investi énormément. Les 5 dernières années, on a investi 60 millions d'euros dans la recherche et le développement de nouvelles technologies. Et ce qui est intéressant dans le additive manufacturing, la fabrication en 3 dimensions, c'est que c'est peut-être la première technologie de fabrication digitale. Quand je dis digital, ça veut dire qu'il n'y a pas de chaîne qui est broken chain, as we say. C'est-à-dire le designer, comme Mehdi, ils font leur design. Et là, avec l'impression 3D, ce qu'il faut savoir, c'est que les possibilités de design sont illimitées. Et du designer, on est capable d'imprimer directement, sans intermédiaire. Alors l'impact de ce genre de technologie est immense. Premièrement, les chaînes supply chains sont raccourcies énormément, donc on fait beaucoup de saving, beaucoup de réduction de coûts. Et le deuxième, ce qui est impressionnant, c'est qu'on ouvre la possibilité aux designers, qui sont des gens intelligents et qui font beaucoup d'innovation, vraiment d'aller au-delà de ce qu'ils sont capables de faire. Et ce que je vais essayer d'illustrer aujourd'hui, et j'espère que je vais réussir à vous communiquer le message, c'est un exemple concret, pour ne pas faire beaucoup de high-level presentations, un exemple concret, comment on est capable d'utiliser ces technologies pour créer de la performance, de créer des opportunités économiques, mais des produits meilleurs. Et pourquoi je le dis aujourd'hui au Maroc? Parce que moi je viens d'un petit patelin au milieu de nulle part au Maroc, et on a l'impression que ces technologies, c'est pas pour nous, de toute façon. Moi je pense que non, il y a des opportunités qu'il faut saisir, savoir saisir au bon moment. Je vais vous donner un exemple avant de commencer l'exemple concret.
En Chine, par exemple, on fabrique pas ils n'ont pas un Boeing ou un Airbus. Ils n'ont pas de BMW ou de Mercedes. Par contre, ils se sont focalisés sur les technologies nouvelles, la 5G, l'impression 3D. Et ben là, ils sont performants parce qu'ils se sont dit on va pas faire la compétition sur des industries qui existent. On va se focaliser sur des opportunités, on va investir, on va se mettre au travail. Et pour moi, c'est une opportunité de raconter cette histoire et vous expliquer un peu ce qu'on pourrait faire avec la fabrication 3D au Maroc. D'ailleurs, je connais beaucoup de collègues, maintenant que je suis dans le cercle de la fabrication additive, vous serez surpris du nombre de Marocains actifs dans le domaine. Ok, next slide, parce que j'ai pas de contrôle. Alors, pourquoi je vais parler de la fabrication additive dans le contexte de l'industrie 4.0 ? Parce que il faut souligner que l'industrie 4.0, c'est un ensemble d'éléments technologiques. Ensemble, quand on les met ensemble, ils vont créer de la valeur. Donc, il y a tout ce qui est l'intelligence artificielle, la maintenance préventive, l'impression 3D, etc. Donc, l'impression 3D est un élément de cet ensemble qui contribue à la définition de l'industrie 4.0. Next slide. Next one. Alors, on a travaillé avec HP. Alors, ce que vous ne savez pas peut-être, c'est qu'HP, ils sont passés de l'impression 2D à l'impression 3D. Et c'est intéressant, leur business model, ils l'ont transformé totalement. Et c'est des gens qui fabriquent des imprimantes en 3D maintenant pour l'industrie. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'aujourd'hui, il faut savoir que le marché des pièces est un marché énorme. On parle de 1 trillion de dollars de pièces. C'est un marché énorme. Et d'ailleurs, j'aimerais bien congratulate Monsieur le ministre de son effort parce que c'est quand même énorme ce qu'ils font au Maroc avec l'industrie automobile et aérospace pour créer des pièces comme ça. Alors on a travaillé avec HP, c'est un client. HP, la relation d'HP avec Siemens elle est ancienne, on leur provide du hardware, tout ce qui est automate, etc. Mais on leur donne aussi du software. Et je vais essayer d'illustrer l'importance du software dans ce processus. Alors ce que vous voyez là, la petite pièce en 6 pièces, en fait, c'est une pièce, un ensemble de pièces. Il faut, pour avoir ce système, il faut faire de l'injection, injection molding, je ne sais pas comment on dit en français, mais injection en plastique, de 6 pièces. Donc vous imaginez, il faut les moules, il faut tous des process 6 fois. Alors l'intérêt de la fabrication additive, il est clair. On n'a plus besoin de 6 pièces, on a besoin d'une seule pièce. Il faut l'imprimer et puis c'est fini. Et vous imaginez le potentiel, là on parle de HP qui imprime des pièces pour leur machine avec leur machine. On fabrique la machine une fois et puis Mais ça, c'est pas l'aspect intéressant. Parce que ça, on sait le faire et tout le monde sait le faire. Ce qu'on a fait, c'est on a utilisé la digitalisation, et là je vais rentrer dans du concret, avec des logiciels puissants de simulation pour essayer non seulement de recréer cette pièce telle qu'elle est, mais essayer de l'améliorer. Next slide, please. Just jump this one. Next. Ok. Donc, ce que je vais vous faire, c'est je vais prendre à travers ce trajet d'ingénieur. Là, on va essayer de voir comment l'ingénieur il travaille pour créer de la valeur. Donc, on va commencer par une imagination, parce que ça commence tout le temps comme ça avec un ingénieur. Il imagine un produit qui va résoudre un problème. Donc, on va faire de l'optimisation, de la performance, l'analyse de performance. On va valider l'impression. On va préparer cette impression, on va l'exécuter. Et je vais vous parler aussi de comment ça marche dans l'usine, parce qu'il y a des aspects qu'on gère dans l'ingénierie, mais il y a des aspects aussi dans le shop floor, c'est-à-dire dans l'usine. Next slide. Tu peux cliquer il y a une vidéo. One click. Good. Donc ce qu'on a utilisé, là ce que vous voyez, c'est une simulation CFD pour ceux qui savent. C'est Computational Fluid Dynamics. En gros, on est en train d'analyser le comportement de cette pièce. C'est une pièce en fait qui fait que le cooling, le système de refroidissement passe par cette pièce, et on a essayé d'analyser comment cette pièce elle marche. Et on a trouvé qu'il y avait des problèmes avec notre simulation, et on a utilisé ce que Mehdi appelait la topologie, l'optimisation topologique, pour essayer d'optimiser cette pièce avec une nouvelle géométrie qui est totalement différente des formes traditionnelles. Et non seulement, cette fois, on est capable d'imprimer 6 pièces en une, mais on a transformé cette pièce en une pièce performante. Donc là, vous voyez l'intérêt de la fabrication additive, c'est non seulement réduire les supply chain processes, mais aussi augmenter la performance de ces pièces. Next slide.
Donc la pièce, elle ressemble à ça. Je mets au défi n'importe quel design engineer avec le Mehdi de designer une pièce comme ça. Donc l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est vraiment ramener des logiciels super puissants pour créer des formes bioniques. Bionic geometries. Je pense que tu vas parler de ça un peu. C'est plus hybride. Hybride. Donc c'est des formes qui s'inspirent un peu de la nature. C'est comme ça que la nature, elle crée, elle invente des géométries. Donc c'est un exemple parfait. Next slide. Donc après, une fois on a le design, on est capable de dire voilà, on a trouvé un business case, cette pièce elle est hyper performante. Là, il faut passer aux choses sérieuses, la production, l'industrialisation. Et l'industrialisation, c'est une histoire de coûts. Il faut réduire les coûts, il faut les optimiser. Donc ce qu'on est en train de faire là, on utilise des logiciels d'optimisation ultra puissants pour essayer de mettre le maximum de ces pièces dans un volume défini. Parce que vous imaginez, il faut maximiser le nombre de pièces en une seule impression pour avoir le coût qu'on voudrait. Donc là encore, c'est pas l'aspect humain, c'est la digitalisation qui vient apporter des outils d'optimisation hyper puissants pour pouvoir réduire le coût d'impression. Next one. Alors, il faut pas, à mon avis, notre vision chez Siemens, c'est pour faire de l'impression 3D, il faut pas avoir des imprimantes. En Chine, partout ailleurs, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'impression. Et des fois, il y a des entreprises qui veulent se focaliser sur leur métier, le corps du métier, ce que veut dire le design. Donc une fois on a le design, une fois on sait que c'est une pièce intéressante pour notre business, est-ce que c'est possible pour moi de me connecter à un imprimeur quelque part au monde? Donc on a créé ce qu'on appelle le AM Network. C'est une plateforme cloud, web-based, où on est capable de se connecter avec des gens qui vont imprimer la pièce pour nous, avoir une cotation, etc. etc. Donc on est en train de simplifier le workflow au maximum. Pour ne pas avoir d'excuses, on ne peut pas faire l'impression 3D parce qu'on est au Maroc, par exemple. Et on a énormément de clients qui nous disent ça, non seulement au Maroc, mais partout. Moi, je ne veux pas investir dans des imprimantes. Donc on a compris le problème, on a créé une plateforme, on va connecter les gens, chacun son expertise, et nous on croit que le futur c'est vraiment dans la spécialisation, c'est-à-dire que si on est dans le design, il faut rester dans le design et laisser le manufacturing pour quelqu'un d'autre, et puis connecter les gens. Next slide. Next one. Voilà. Normalement il y avait des vidéos, mais apparemment ça ne marche pas. L'un des aspects les plus importants dans la production des pièces, c'est la traçabilité. Quand on fabrique un implant, FDA par exemple, qui est le Federal Drug and Administration, ils veulent donner une certification et il faut leur prouver que la pièce a été produite following des normes bien définies, etc. Donc là, la digitalisation, elle joue un rôle hyper important, où à travers le logiciel, on est capable de démontrer ces choses-là pour la traçabilité. Donc on est capable de mettre des codes barres, enfin plein de trucs pour simplifier le workflow pour l'industrialisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prototypage, c'est différent de l'industrialisation. Quand on veut faire un prototype, on n'a pas de contraintes. Il faut juste faire un design et une impression. Quand on veut faire de l'industrialisation, il y a beaucoup des cahiers de charges à respecter, etc. Next one. I guess the video is not working, so next one. Ok, donc là c'est une vidéo normalement qui devait vous montrer comment on est capable d'observer les machines. Imaginons, on a 1000 machines et on ne peut pas avoir 1000 ouvriers, un ouvrier sur une machine. Donc on est capable de mettre du monitoring, c'est-à-dire il y a une caméra dans la chambre de build chamber. Et on est capable d'analyser et d'observer s'il y a des problèmes. Dès que le problème est détecté, on est capable d'envoyer un warning à un opérateur qui va venir et vérifier et faire en sorte que ça marche. Donc on peut passer au next slide, please. Okay, just go to the last. I'll make a conclusion here. Voilà. Alors, dernier point avant de terminer, c'est important parce qu'on sait faire des usines d'usinage. Si vous voulez, dans la région de Casa, il y en a plein. On connaît cette technologie, ça existe depuis des années. Mais une usine de fabrication additive, on ne sait pas comment les flows sont gérés dans l'usine. Donc, il faut avoir un logiciel pour nous dire comment on va planifier cette usine. Et là, c'est aussi un métier qu'on propose chez Siemens. On est capable de faire tout le design de votre usine et vous proposer la solution optimale. Donc pour conclure, ce qui est important, c'est que là, par exemple, concrètement parlant, la fabrication ou l'usinage ou tout ce que vous imaginez, c'est vraiment une question de digital. Quand on n'a pas les outils de design, de simulation, de planification, d'exécution, de monitoring, on ne pourra rien faire. Donc pour moi, la question de la digitalisation est très importante.
Et c'est un point qui est aussi important parce que il y a beaucoup de besoins dans la digitalisation, on le voit un peu partout, et c'est vraiment un métier du software. Et au Maroc, on a des développeurs qui sont excellents. Donc j'encourage les entrepreneurs au Maroc d'essayer de comprendre cet écosystème et de trouver du gap, des opportunités, essayer de développer des solutions. Il y a une demande énorme en ce moment. Notre solution, nous-mêmes, on a des besoins urgents. On vient de annoncer l'acquisition hier d'une entreprise, une start-up. Donc on est vraiment à fond sur la digitalisation dans l'industrie. Merci infiniment. Shukran Mehdi, shukran. En fait, so as I'm going through some background and some information with Mr. Yannick, I had the privilege to understand a little bit of the global value chains from a 3D standpoint. So Mr. Yannick, please, if you can highlight all those procedures for us to learn from you. Thank you. Bien, sure. Alors, pour le coup, je vais continuer en français. Pour une raison très simple, c'est que je passe déjà 80% de ma vie dans des pays non francophones. Donc l'anglais, I think I dominate, but je suis aussi fier de ma langue et pour une fois que je peux la pratiquer avec un pays ami, autant en profiter. Moi-même, je viens donc de France, en l'occurrence. Je dirige Code Europe, qui est une société de conseil stratégique en transformation des entreprises et des territoires. Auparavant, j'ai fait 2-3 choses. Par exemple, j'ai travaillé pour Airbus pendant 15 ans. J'ai dirigé un programme le programme de transformation Digital Industrie pour Airbus sur quelques années, avant de basculer chez Bombardier pour faire la même chose chez Bombardier. Donc, Global Industrie aéronautique, je connais un peu. Pareil pour le ferroviaire, le transport. Next slide, please. Oui. Donc, sans répéter ce que je viens de dire, Code Europe accompagne la transformation de l'industrie. Nous avons 3 business lines. L'une qui va sur l'accompagnement stratégique, le deuxième qui est sur l'excellence industrielle, et la troisième qui est sur l'évolution du capital humain, parce qu'on ne peut pas faire de transformation d'entreprise, qui plus est d'industrie dans son territoire, sans prendre en compte le capital humain de l'entreprise et l'implication humaine qu'il y a dans la société tout autour. Next slide, please. Donc, à part ça, Code Europe est en effet déployé en Europe depuis le Maroc très bientôt, parce qu'en fait, je travaille depuis quelques mois sur le Maroc pour pouvoir justement développer cette implantation, et puis raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui aussi. Et nous allons jusqu'en Russie. Est-ce que ça va marcher là cette fois-ci? Donc pour basculer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter une vidéo d'Adidas qui est sur la fabrication additive. Bon, apparemment ça marche pas très bien. Si, non, peut-être. Qui fabrique du composite dans la salle? Personne dans le composite? Non? Bon. Donc juste pour dire que quelqu'un qui fabrique du composite, comme on le fait dans l'aéronautique par exemple, travaille sur la fabrication additive déjà depuis quelques décennies. Donc la fabrication 3D ne fait que progresser cette connaissance. Certains d'entre vous ont déjà déployé des processus automatisés un petit peu dans leur entreprise. Moi-même, j'ai commencé ça dans mes premières années de carrière. Il y a 20 quelques années, je travaillais pour une chocolaterie. Chocolaterie, c'est très bien. Ma femme m'appelait son bonbon quand je rentrais à la maison parce que j'étais imprégné de chocolat. Dans cette entreprise, qui est Lint, j'ai notamment travaillé sur la modernisation des chaînes de production, qui étaient électrotechniques et électromécaniques à l'époque, en chaînes numériques. Donc, tout à l'heure, Siemens nous parlait de Digital Twin. La recette dans le fichier de configuration, c'est déjà le modèle. Et quand vous avez le système de suivi de la ligne de fabrication, vous avez un Digital Twin de la ligne de fabrication. Numériser les lignes de fabrication à l'époque a permis à Lint de passer de la tablette de chocolat, que tout le monde connaît, chocolat au lait ou chocolat noir, standard sur la ligne de fabrication, unique, unitaire, c'est vraiment la Ford T du chocolat, à quelque chose qui est beaucoup plus flexible, avec plusieurs recettes. Donc vous avez des chocolats à l'orange, du chocolat au citron, du chocolat à la menthe, etc. Et fabriquer du chocolat flexible comme ça à la demande en fonction du profil marketing du client a permis à Lint notamment de développer sa gamme de chocolat, de tablettes de chocolat. Donc maintenant quand vous allez dans le supermarché, enfin maintenant ça fait 20 ans, à côté des stands du présentoir de tablettes de chocolat standard, vous avez
15, 20 tablettes de recettes différentes. Ce sont les mêmes lignes de production qui sont derrière. Je dois dire aussi que c'est du Siemens, à l'époque qu'on avait déployé. Donc pour dire, Siemens a du métier là-dessus. Je dois dire aussi que Schneider en a autant, parce que j'ai travaillé avec Schneider aussi sur d'autres sujets, pour faire de l'automatisation de la même façon. Ce que je veux dire ici, c'est que digitaliser une industrie, ça se fait au niveau de la fabrication, et comme je l'ai dit, c'est relié à un marché. Avoir la donnée de perception, enfin le demand sensing sur le client permet directement à Lint à l'époque de configurer la recette précisément en fonction de ce que demande le client. Donc avoir la ligne de fabrication qui soit alignée sur le marché et avoir le volume de production qui soit capable d'alimenter à la demande en fonction du flux de besoins des stocks, des entrepôts et du circuit de distribution. Industrie 3.0, 4.0, c'était il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, en 2019, me parler de choses que je faisais en 1997, pourquoi pas? Allons un petit peu plus loin. Il serait temps de passer à l'action. Donc en 20 ans, en effet, en Europe, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Parmi les choses que j'ai pu faire au fil des années, j'ai notamment travaillé j'ai contribué à la mise en place du pôle de compétitivité Aerospace Valley, qui est le plus gros pôle de compétitivité français spécialisé en aéronautique et spatiale dans le sud de la France. Là-bas, j'ai notamment coordonné le domaine d'activité stratégique qui était Industrie du futur à l'époque. On parle de 2010-2013 là. Aujourd'hui, en 2019, quand on me parle d'industrie du futur, bon, bien gentil, mais là, on est un peu déjà dans le passé. Donc, je ne sais pas qui ce matin disait Industrie 4.0, Industrie du futur, non. Now. C'est maintenant déjà qu'il faut déjà y être. Donc, je peux tout à fait comprendre qu'il y a des besoins de financement pour aider la transformation de l'entreprise, notamment de la PME, pour pouvoir rester dans sa supply chain, parce que le donneur d'ordre, lui, il avance, et il continue d'avancer. Et ce matin, monsieur Lamy disait très justement que quand on est au menu, il faut choisir sa place. Soit être avec la fourchette et manger, soit être le repas. Amis, comptez-vous, qui veut être le repas? Moi, j'ai choisi déjà il y a bien longtemps d'être le mangeur. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Tout chef d'entreprise qui se respecte, donc moi j'en suis un, donc nous avons 3 leviers stratégiques. Pas 4, pas 5, pas 10. On a 3 leviers sur lesquels jouer. Le leadership sur l'offre, donc avoir la meilleure proposition de valeur par rapport à un marché, par rapport à un sujet, et être le meilleur par rapport à ça. Il y a forcément une compétition, il s'agit d'être le meilleur. Il y a un deuxième sujet un deuxième levier qui est le meilleur par rapport à quoi. Donc, et ça, c'est vraiment un basique de la stratégie, c'est l'intimité au client pour pouvoir percevoir son besoin. Le troisième point, c'est être juste excellent sur le plan industriel. Et être excellent sur le plan industriel, c'est pas être juste sur la fabrication, c'est être bon sur toutes les phases du cycle de vie industriel, depuis la conception jusqu'à l'après-vente dans le service au client. Et là, on rebouclera sur le premier levier qui est l'intimité au client. Industrie 4.0 va pas tellement s'occuper de la partie offering leadership, mais va surtout travailler sur la permettre d'être meilleur sur la customer intimacy et sur l'opérationnel excellence. Je reprends mon exemple de Lint tout à l'heure. Les données marketing, le demand sensing, ça sont des choses que n'importe quel fabricant de biens de consommation connaît à partir des données et des volumes de vente qui sont connus avec la chaîne de distribution. Demand sensing permet d'avoir un dialogue avec la partie industrielle. L'industrie, c'est pas, encore une fois, juste de la fabrication. J'entends beaucoup Industrie 4.0 en tant que juste manufacturing 4.0. Non, bougez de là. Industrie 4.0, c'est design 4.0, manufacturing 4.0, supply 4.0, maintenance 4.0, service 4.0. Si on ne fait pas tout ça, on ne fait pas de l'industrie. L'industrie, si je reprends la définition de Jean Tirole, prix Nobel 2014,
L'industrie, c'est l'organisation économique qui supplée une demande. Organisation, économie, supply chain, une demande. Il faut couvrir tout le cycle. Là, on fera de l'industrie 4.0. Et l'industrie 4.0 est un vrai sujet économique. La donnée est l'élément central de cette transformation de l'économie. Et c'est la raison pour laquelle on a un usage aussi important de la donnée, des technologies de l'information qui vont récupérer cette donnée par tous les moyens possibles. Et c'est là où le digital est important pour pouvoir capter, sentir, récupérer, traiter automatiquement à bas niveau, jusque dans le cloud, pour pouvoir rendre un service. Rendre un service, fabriquer est un service. Bien maîtriser son instrument de fabrication permet de mettre cet instrument de fabrication en service à un client. Serviciser une facilité industrielle est un vrai sujet central en industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est une organisation économique du physique dans le virtuel. Next, please. Mais aujourd'hui, aïe, ça marche ou ça marche pas? Vidéo. Faut faire 100, on va faire 100, on va gagner du temps. Bon, on la connaît, hein. Ça c'est la séquence Zootopia dans l'administration où on a affaire à des paresseux qui ont une procédure très intéressante, mais bon, pas forcément performante sur le plan Customer Satisfaction. Ce qu'il nous faut, c'est, sur le plan industriel, c'est synchroniser le rendez-vous, la bonne pièce, le bon outil, la bonne compétence. Ça, il y a besoin de visibilité. Ça permet de réduire l'inventaire. Ça, c'est un vrai sujet d'intérêt pour n'importe quel industriel, parce que l'inventaire est un élément comptable qui plombe les comptes. Donc, quand on fabrique en 3D, on va réduire l'inventaire au strict minimum, typiquement, juste pour pouvoir matcher la demande. Il va falloir acheminer. On va jouer sur plusieurs points, minimiser le besoin de transport, gérer des stocks en proximité, ça demande de l'orchestration, ça demande de la visibilité sur la proximité, et puis alimenter juste à temps autant l'entrepôt que la chaîne de fabrication, que le stock du client, voire le client lui-même. Et avoir cette orchestration dans l'ensemble, ça demande de l'organisation et ça demande d'avoir un traitement de l'information de bout en bout avec de multiples capteurs dans tous les sens pour pouvoir le traiter. Là, on est sur un problème d'informatique, pas un problème digital. Cependant, avoir l'organisation de la supply chain efficace, c'est ce qui est le moteur d'une excellence industrielle de départ. Avoir un suivi de la fabrication qui capte au fur et à mesure la refabrication du modèle dans le digital twin permet d'avoir une intégration digitale de la qualité, du suivi de la qualité, de la maîtrise de la réalisation et la capture, comme le montrait ST ce matin, sur la chaîne de fabrication des composants. Donc la capture de tous les micro-détails qui vont faire qu'un composant peut être éligible ou pas à une norme de qualité. Et là, en fonction de ce que l'on sait traiter sur le plan technique dans l'identification de la qualité de chacun des éléments de production, on va savoir dire ce composant-là va être bon et éligible pour ce marché, il n'est pas bon pour cet autre marché, mais on va pouvoir router les composants dans leurs différents états de qualité aux différents marchés en fonction des exigences et de leur éligibilité aux exigences. Donc gagner en souplesse, en efficacité sur cette supply chain interne à l'entreprise grâce aux moyens de fabrication qui sont digitalisés, grâce aux moyens de tracking qui sont réalisés, permet de gagner en efficacité sur l'ensemble. Next, please. Voilà, donc avec d'autres choses. Donc un exemple, parce qu'avec tout ça, on se demande où est l'humain. Là, je voulais illustrer avec une réalisation que j'ai eue dans mes périmètres, avec la digitalisation, pour le coup, d'une fonction de peinture. Donc, on peut parler de numérisation de l'atelier de peinture. Des ateliers de peinture, on en a à peu près dans toutes les industries de fabrication discrète, que ce soit en automobile, enfin, bref. Et aujourd'hui, enfin jusqu'à récemment, l'atelier de peinture était une cellule confinée dans laquelle on enfermait les peintres et ils étaient autorisés de sortir une fois qu'ils étaient bien intoxiqués et qu'ils avaient fini leur boulot.
L'ennui de ce genre d'atelier, d'abord, c'est que ça confine un peu à la torture. Donc les pinces sont bien sympathiques de ne pas porter plainte, parce que c'est une agression quand même claire, SST, sur ces personnes. Le deuxième, c'est qu'on n'a aucune information qualité de ce qu'il se passe dans l'atelier, c'est juste confiance à l'expert. Et le troisième, c'est qu'on a, sur un processus qui est entièrement manuel, aucune information de réalisation. Industrie 3.0, robotisation. On a sorti l'humain, on met des robots. Le robot, lui, répète tranquillement son programme et peint la même pièce qu'il y avait dans l'atelier. On n'a plus d'humain dans la pièce. Très bien. Problème 1. La qualité. Comment est-ce qu'on la mesure? Est-ce que le robot est capable d'avoir l'expertise, enfin l'œil expert de l'humain pour dire là c'est bon, là c'est pas bon? La réponse est non, et le robot ne sait pas le faire. Et même avec beaucoup d'IA, avant qu'on y arrive, il va se passer beaucoup de temps. Le deuxième, c'est que même si l'humain est préservé, même si on a beaucoup d'informations, on n'est pas très flexible. Il faut reprogrammer le robot à chaque fois qu'on change une pièce. Donc l'évolution de ça, next please. On passe vraiment là, par contre, dans l'industrie 4.0, où on apprend au robot à peindre. Le peintre qui était dans ma cellule est le meilleur expert pour dire au robot comment il faut faire. La façon que nous avons de réaliser, donc là en l'occurrence c'est sur des travaux qui ont été faits entre Airbus d'une part et puis Bombardier d'autre part, a été d'apprendre au robot, donc capturer la gestuelle de peinture en immersion cave, donc si on est en immersion, en 3D, avec des HoloLens, etc., donc réalité virtuelle. Et le peintre 4.0, enfermé dans son environnement virtuel, n'est plus exposé aux peintures, aux vapeurs toxiques, etc., et apprend au robot à peindre. Alors vous me direz, oui, mais une fois que le robot il sait peindre, mon peintre, il n'a plus de boulot. Ah bah si, parce que là il a une nouvelle compétence. Il sait apprendre à des robots à peindre. Donc, 1, il a acquis une nouvelle compétence. 2, il peut surveiller si le robot fait bien. Donc avant d'être peintre, il devient maître peintre. Et puis, comme il a l'œil de l'expert, il sait optimiser le programme de robot. Et donc, mon peintre, qui a cette connaissance de peinture que le robot ne peut pas avoir et qu'il ne pourra pas avoir avant bien longtemps, va être capable de contrôler la qualité, va pouvoir être capable d'optimiser le programme. Et comme il a du temps qui est libéré, cette compétence-là va permettre de revendre du service à d'autres entreprises qui ont le même besoin. Et c'est ce qui s'est passé. La mise en place de la technologie, donc là en l'occurrence on est dans un atelier ABB Robot Studio avec un écosystème d'optimisation des programmes de peinture. La cellule peinture, auparavant qui était enfermée dans la cellule atelier, a maintenant des jolis bureaux avec un environnement technologique complet, et a demandé à être en spin-off pour pouvoir développer leur propre activité en service à d'autres entreprises. On est passé de 4 employés à quelque chose comme 50 employés. Donc, Industrie 4.0 robotique égale création d'emplois. D'où l'importance d'accompagner vraiment l'humain, qui est un capital qu'il faut savoir valoriser au niveau d'un territoire. Pourquoi au niveau d'un territoire? Parce que mon entreprise qui a son atelier de peinture, elle a un écosystème, elle a un réseau. Un entrepreneur travaille toujours en réseau. Et ça, c'est une logique de territoire. Et avoir le développement d'une compétence technique territorialement est un élément fondamental. On parlait de capacité 3D printing. Oui, le Maroc a un vrai savoir-faire en la matière. Il faut capitaliser là-dessus. Next. Et on va finir là-dessus, je pense. C'est ça. Voilà. Donc, juste pour finir là-dessus, sur le plan technique, il y a plein de solutions digitales qui existent. Je ne vais pas refaire le parcours du compas McKinsey. Pour l'entrepreneur, enfin pour l'industriel, quelle que soit sa taille, il y a différents drivers sur lesquels on peut jouer. Ça, c'est une question de stratégie d'entreprise, de stratégie industrielle, etc. Quel est le besoin de
du directeur industriel en termes d'amélioration de son efficacité opérationnelle, c'est spécifique à chacun. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en place des solutions en face. Next, please. Et au Maroc en particulier, c'est la raison pour laquelle nous avons proposé, il y a déjà quelques temps, le lancement de Industrie 4.0 Maroc avec le club des dirigeants, l'OSIM et Hicham. Merci. Je tiens à féliciter, moi aussi, Hicham, parce qu'il fait un boulot phénoménal. C'est un vrai patriote du Maroc, tout à fait. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec des personnalités telles qu'Hicham. Et il faut vraiment le soutenir. Et donc le lancement d'Industrie 4.0 Maroc est un vrai sujet en association qui est proposé de façon à pouvoir partager la connaissance des praticiens au Maroc. C'est la façon de pouvoir déployer rapidement et efficacement la connaissance sur le tissu économique. Yannick, thank you so much. We have My pleasure. We have as we would like to go through all the slides, we would love to give some time for our colleagues. For creativity right now, Mehdi, my name, please. Naïm, sorry. Oui. تفضل, shukran. Merci pour Bonjour. Moi, ça me paraissait très important qu'un designer puisse s'exprimer sur sa vision ou son rapport avec l'industrie 4.0. Moi, j'aimerais bien attirer l'attention au fait qu'on l'appelle aussi l'industrie collaborative, parce que c'est le principe même de l'industrie 4.0. Pour moi, une industrie 4.0, c'est quoi ? C'est un CAO, FAO, donc conception assistée par ordinateur et fabrication assistée par ordinateur. Un cloud qui permet la collaboration entre les équipes par le biais d'applications. La sécurité, parce qu'il faut penser à sécuriser ces informations digitales qui vont traverser des continents, des ordinateurs, etc. Et puis la technologie additive ou soustractive. À mon niveau, je ne fais pas de différence. Limite, je préfère la technologie soustractive du moment qu'elle travaille directement sur une matière, sur la matière solide, tandis que l'impression 3D, en tout cas par rapport à ce qui est m'apporté autant qu'agence de design industrielle qui est dotée d'un Fab Lab qui nous permet de faire de la recherche, de la conception, etc. C'est que souvent elle donne des bons prototypes, mais pour avoir un produit fonctionnel, c'est une autre histoire. Donc, pardon ? Fait voler des pièces imprimantes 3D métalliques. Non, bien sûr, je ne remets pas en question la viabilité de la technologie, au contraire, et c'est pas moi qui dirais le contraire, je suis un fou de la technologie, de la science et de l'art. Et c'est ce qui m'a emmené aujourd'hui à m'exprimer sur ce podium, sur mon rapport avec l'industrie 4.0, autant que designer, autant que marocain, c'est qu'au départ, moi, j'ai pris une porte dérobée pour cette thématique de l'industrie 4.0. En fait, cette porte s'appelait l'architecture. Si vous vous souvenez bien, au début du XXIe siècle, on a vu le foisonnement de projets colossaux, que ce soit à Shanghai ou à Abu Dhabi, etc. On voyait des immeubles qui ont nécessité un savoir-faire particulier qu'on appelle la conception paramétrique, en fait, ou la conception générative. Avant que l'industrie ne commence à parler de la conception qui accompagne ce type de technologie, on a commencé à développer des solutions parallèles qu'on appelle en architecture des solutions BIM, etc. Donc pour reproduire une maquette dans la réalité. Et donc à partir de là, je découvre plusieurs typologies de surfaces qu'on peut créer grâce aux ordinateurs. Ça va des surfaces mathématiques, les surfaces NURBS, tout ça pour à la recherche de la courbe parfaite. Pourquoi la courbe parfaite ? Parce que dans un produit industriel, on a des ingénieurs qui font du beau boulot, ils imaginent des machines, etc. Mais pour pousser à l'acte d'achat, on a constaté quand il y a de l'émotion, l'acte il devient relativement facile. Donc c'est pour cela que la combinaison designer-ingénieur, c'est vraiment la solution gagnant-gagnant ou gagnante tout court pour les industriels. Et donc à partir de là, il y a eu un investissement personnel sur cette nouvelle technologie. Et j'ai essayé d'introduire dans pas mal de sujets, que ce soit du mobilier, que ce soit du textile ou du produit manufacturé qui nécessite des PCB, etc. Donc aujourd'hui, la logique 4.0, elle est omniprésente dans mon travail. Après, il y a des occasions où j'ai l'opportunité de l'exploiter. Il y a des fois où ça me permet aussi de simplifier et de synthétiser la procédure de fabrication pour des petits ateliers qui ne sont pas non plus dotés de machines hyper performantes, etc. Mais en tout cas, ce background au niveau de la conception, quand il est vraiment mixé avec cette logique collaborative,
conception assistée par ordinateur, qu'elle soit paramétrique solide ou en s'appuyant sur une intelligence artificielle, rend la vie vraiment facile au niveau de la conception et permet de transmettre et de partager la décision plus facilement. Donc voilà. Ce qui m'amène maintenant à essayer de vous parler un peu comment, au niveau du design, on aborde la question de cette industrie 4.0 et comment on arrive à communiquer les informations, à travailler sur le prototypage, après le développement de la série, petite ou grande série. Sachant bien que de ma pratique, ce qui me paraît vraiment important dans le devenir de cette technologie, c'est pas son côté magique, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il y a 3 composantes qui sont le matériel, le matériau et la matière. Et pour pouvoir innover, il faut innover dans les 3. Qu'est-ce que j'appelle matériaux, le matériel, le matériau et la matière? C'est que quand on parle de fabrication additive, il ne faut pas oublier qu'on a la machine qui imprime, on a la matière qu'on imprime, et puis on a le logiciel qui interprète, on va dire, le parcours du fichier conçu. Donc, et si jamais on a un logiciel qui n'est pas bien conçu, ça peut apporter préjudice au résultat final. Comme par exemple, on peut avoir une bonne machine avec un bon logiciel, mais la matière, on a quand même l'habitude de l'utiliser, ça marche super bien, mais à un moment donné, quand on change ne serait-ce que le pigment chromatique, ça peut influencer sur la qualité du travail, donc du prototype. Donc voilà, donc il y a une somme de choses qu'il faut maîtriser pour pouvoir aborder ce type de technologie de manière plus aisée. Donc, dans le travail que je fais, souvent, oui, je travaille avec des ateliers de fabrication, avec des sous-traitants d'industriels en aéronautique et en automobile. On essaye de détourner leur savoir-faire pour la réalisation d'autres produits. Il faut leur fournir des langages machines, donc des fichiers que leur machine puisse comprendre et assimiler simplement. Et avec cette expérience que j'entretiens depuis 2007 dans ce type de projet, aujourd'hui, ce qui me paraît important, et ce que peut l'industrie 4.0 amener en termes de paradigme mécaniste, c'est faire sauter la phase montage-assemblage. Parce que grâce à l'impression 3D, et c'est là où Mehdi tout à l'heure il faisait référence aux designers qui peuvent apporter à ce type d'expérience, c'est vraiment concevoir des produits presque finis, parce que l'impression 3D elle permet aussi de réaliser des engrenages, des boîtes à vitesse, il y a une somme de choses. Et puis le deuxième point important, c'est les polymatériaux, c'est-à-dire que l'avenir ça sera pour les imprimantes 3D qui seront capables d'imprimer plusieurs matériaux à la fois, y compris des conducteurs, des matériaux conducteurs pour réinterpréter les PCB carrément sur une matière finie qui est composite aussi. On peut mélanger du graphène, faire une couche en graphène, une fibre de carbone et une dans un matériau recyclable, etc., avoir plusieurs couches. Donc c'est à ce niveau-là, et c'est ce type d'expérimentation aujourd'hui qu'on essaie de développer au sein de notre atelier, justement pour les appliquer sur des projets réels. Et parmi les projets réels, en ce moment, c'est avec l'école des mines, qui ont 2 clubs en réalité, de voitures solaires et puis voitures écologiques. Qui doit parcourir une sorte de 450 km avec 1 litre de carburant. Où là, la mise en place de ce type de pratique, que ce soit l'optimisation topologique, finalement j'ai zappé complètement le déroulé parce qu'il va être répétitif un peu de ce qu'on a vu avec le CO Siemens et avec vous. Donc voilà, là une petite interprétation de ce que c'est qu'une usine 4.0 dans l'idéal d'un designer. Donc elle est limite circulaire, donc où tout tourne en fin de compte, tout dépend de l'évolution et de le cycle de vie d'une conception jusqu'à la production. Où on voit qu'un bureau d'études, il est connecté avec des bras collaboratifs ou avec des machines. Et donc, voilà, l'intelligence artificielle, dans l'optimisation topologique, elle n'est pas là pour faire le travail du designer. C'est qu'aujourd'hui, le designer, grâce à ces types de logiciels, il peut juste affecter les points de contact ou d'effort sur la machine éventuelle à réaliser. Et cette intelligence artificielle, elle va générer une centaine de solutions possibles. C'est comme par rapport à votre application Google Maps.
quand elle vous sort 3 parcours, 3 trajectoires à emprunter, qui est-ce qui sera le plus court ou le plus long, etc. On a une série de solutions. À partir de là, soit on va prototyper une petite série, voir un peu laquelle qui nous convient le plus, soit carrément on fait un choix direct en concertant avec l'industriel. Donc voilà, les types de conception qu'on utilise, toujours le croquis, le sketch, et l'utilisation d'outils de conception solide, parce que par exemple, moi quand j'ai commencé au début, j'utilisais des logiciels conçus pour l'architecture qui sont dédiés essentiellement à fournir des images 3D et non pas des fichiers qui sont capables d'être compris par des machines et pouvoir les réaliser. Donc aujourd'hui, on utilise des logiciels solides, et même on est passé en 2019 à la réalité augmentée, parce que grâce au casque réalité augmentée, déjà, un produit lambda, peut-être un verre, là j'exagère, ou un ordinateur, il devient à échelle humaine, on peut vraiment voyager dedans, voir tous les détails, etc. Donc la réalité augmentée devient une solution indispensable dans le traitement des projets complexes. Donc là, on a un exemple d'outils qu'on utilise pour générer des fichiers, ou aussi une simulation d'une optimisation topologique. Donc on partait d'une pièce de tôle ordinaire, et puis voilà l'évolution. Pourquoi l'optimisation topologique? Tout simplement pour garder les mêmes caractéristiques mécaniques d'une pièce, tout en allégeant son poids. Parce que quand on est dans un avion ou dans une voiture, le poids il influence sur la consommation. Donc voilà, plus on allège, plus on tend vers quelque chose de vert. Donc voilà, là c'est un schéma qui explique un peu l'avantage du design génératif. Donc moi je vous ai expliqué, il y a la conception, après il y a une phase d'exploration qui génère une multitude de solutions. Et à partir de là, on va faire le choix de celui qu'on va réaliser et passer à la production grâce à l'industrie 4.0 bien sûr. Ce schéma il est valable davantage dans ce type d'industrie. Et donc voilà un exemple de réalisation en fait, de prototypes d'éléments optimisés, parce que c'est important de lier ces notions d'intelligence artificielle avec le design et avec la production 4.0. Et donc des exemples, là c'est le cas d'une structure dans un avion Airbus. Au départ, c'était une plaque d'aluminium. On voit bien, grâce au logiciel de simulation mécanique, on arrive à déterminer où sont les moments de fragilité, etc., etc. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, encore une fois, voilà, on va générer une solution qui est adaptée. Dans le cas de cette moto, en fait, le but aussi, c'était d'avoir une pièce mécanique performante, légère, et qui puisse transmettre les sensations de route au pilote. Donc, tout ça, c'est des contraintes qu'il faut intégrer. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait un petit tour sur ce que c'est que l'univers d'un designer et de l'industrie 4.0. It's always a pleasure, to have creativity behind the scenes, so which is good. So we would love, to go to the second, we can take questions after, so this way we have an open stage. Bien sûr, ouais. Please. All right, so Mehdi, thank you. So and now we would love, to invite our colleague Mehdi Amsgar, please. Oui, d'accord. Alors bonjour à tous et bravo pour ceux qui sont restés jusqu'à 17h, la journée est longue. Alors je vais essayer d'être bref et de vous expliquer un peu tout en prenant un peu de hauteur, parce qu'aujourd'hui nous avons différents acteurs technologiques et là c'est le groupe Post-Maroc. Alors que vient faire Post-Maroc dans l'industrie? C'est la première question qu'on se pose, ce sont des postiers, qu'est-ce qu'ils font là? Alors pour vous expliquer un peu, Post-Maroc, ce ne sont pas que les postiers. Alors nous avons différents pôles. Le pôle historique, oui, c'est vous ramenez votre enveloppe chez vous. Mais il y a un pôle financier avec les filiales Al Balid Bank et Balid Cash. Nous avons un pôle logistique porté par une marque qui est Amana, qui est en fait une société de messagerie, on va dire une prestation de messagerie. Deux autres marques qui sont la SDTM et Chronopost pour l'international. Et puis nous avons une filiale Balid Media et une entité qui est la Poste Digitale, et qui sont là pour porter en fait les projets digitaux, puisque le courrier quelque part avec le papier connaît un frein structurel et que nous sommes amenés nous-mêmes à choisir une nouvelle vocation. Donc on porte les activités digitales du groupe Post-Maroc. Alors, dans
dans l'activité digitale, Balid Media et Post-Digital, je ne vais pas évoquer une des activités de la structure qui est le marketing digital. Alors en sortant, si vous prenez quelques minutes, arrêtez-vous au stand, vous pourrez voir une jolie démonstration du courrier augmenté et comment est-ce qu'on arrive à faire le lien entre un courrier physique et une dynamique, une vidéo que l'on peut accéder sur le web. Et puis moi, ma présentation va surtout se focaliser sur la dématérialisation et la digitalisation. Slide suivant. Alors ce matin, on se posait un peu la question, on a choisi de commencer également par une citation, de se dire l'industrie 4.0, on n'y va pas, on n'y va pas. Bon, le débat est clos à cette heure-ci de l'après-midi, donc c'est peut-être un risque qu'il faut prendre parce que le pire des risques, c'est de ne pas en prendre. Donc là-dessus, nous sommes tous d'accord. Et puis, slide suivant, s'il vous plaît. On a eu plusieurs notions. Industrie 4.0, certains la définissent comme la convergence de 3 éléments. La digitalisation, le physique avec l'impression 3D, et puis l'humain. Comment est-ce que l'humain vient changer la méthode de travail et le processus. Et puis on parle également d'énergie. C'est la convergence de la technologie et puis de l'énergie, les énergies renouvelables, les énergies nouvelles. Alors moi, ma présentation va se focaliser sur l'information, d'accord, puisque c'est un élément qui est commun à ces deux approches. Alors, quelques constats que l'on partage tous. D'abord, la multiplication des sources de l'information. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, le contenu et l'information est user-generated au travers des particuliers, des individus, mais également des entreprises. Elle est également générée par des équipements. On parle aujourd'hui de Internet of Things, de capteurs. Et puis, bien sûr, il y a les données qui existent dans des bases que l'on exploite. Donc déjà, la multiplicité des sources. 2, c'est l'information est disponible. Donc, on connaît tous les motos, anytime, anywhere. Donc aujourd'hui, l'information peut y accéder grâce aux différents data centers qui existent, que ce soit ici ou à l'étranger. Et puis le troisième volet, et je l'ai retrouvé dans la présentation de mes collègues, c'est le fait qu'on utilise de plus en plus de plateformes qui sont hébergées, qui sont à l'extérieur. On est en mode SaaS, Software as a Service, Cloud, ASP, toutes les terminologies que l'on veut utiliser. Et puis, dernier élément qui, au niveau de Balid Marlib, nous paraît important, et c'est sur ce constat-là que nous avons un peu orienté notre approche, c'est la notion d'écosystème. On se rend compte que à chaque fois qu'il y a eu une digitalisation, il y a eu un écosystème qui s'est construit avec plusieurs maillons de la chaîne. Slide suivant, s'il vous plaît. Très rapidement, quelques exemples d'écosystèmes à gauche, quelques briques technologiques à droite, mais le message le plus important pour moi, c'est celui que vous ne voyez pas, qui est en bas, la rupture. Ce matin, on a parlé de disruption. Rupture, donc est-ce que c'est un risque, est-ce que c'est une opportunité? Et nous convenons tous que, en fait, c'est une opportunité pour nous et à saisir. Slide suivant. Et quelque part ici, je vais un peu présenter l'approche qu'a choisie Balid Marlib. La première étape, c'est est-ce que l'on va informatiser, mettre de l'informatique, ou est-ce que l'on va digitaliser? Pour nous, ce sont deux approches différentes. Informatiser, c'est garder des processus existants qui sont sur des supports papier. Et puis nous allons les faire passer sur du numérique. Digitaliser, là nous sommes sur une approche beaucoup plus disruptive, où nous allons complètement changer notre façon de travailler et comment le modèle, le processus, est lui-même conçu au départ. Alors pour ceux qui travaillent au Maroc, vivent au Maroc, je pense que vous avez tous fait face par le passé à la problématique de aller légaliser une signature, faire une copie conforme. Il faut aller physiquement Moqata'a, acheter son petit timbre, aujourd'hui ils sont gratuits, sinon vous avez le cachet et vous avez la légalisation d'une copie ou la signature légalisée d'un document. Une des approches, c'est de se dire, je vais numériser ce document. L'approche qui a été choisie, c'est de dire, on va accélérer et on va aller vers la signature électronique qui est une notion totalement différente de la simple dématérialisation du document légalisé. D'accord ? Et c'est là où quelque part... Non, je reviens. Donc, si initialement nous avions le cachet postal qui faisait foi sur des courriers ou sur des documents, nous allons avoir des timbres fiscaux. Là, nous allons trouver le certificat électronique qui va avoir une valeur probante. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, nous avons différents éléments qui sont cachés, mais je vais les résumer. Deux approches qui sont complémentaires. Partir d'un système que nous allons reconstituer depuis zéro, c'est la digitalisation. Mais en même temps, nous sommes dans un écosystème, nous avons différentes parties prenantes. Nous avons beaucoup parlé aujourd'hui de
produit manufacturing 4.0, nous avons parlé d'usine 4.0. Tout à l'heure, vous avez fait la remarque, vous avez parlé l'industrie 4.0, c'est beaucoup plus loin que ça. Il y a la supply chain, il y a le produit, il y a la fabrication, il y a le client. Et puis tout à l'heure, vous avez parlé de plateforme. Certains de vos clients ou partenaires qui souhaitaient pouvoir bénéficier d'une plateforme pour pouvoir la partager et l'utiliser en commun. Ce sont ces notions-là que nous allons approcher. Et donc on se rend compte que certains acteurs vont avoir besoin d'abord de la dématérialisation documentaire. Et aujourd'hui, Balid Media, avec un certain nombre de partenaires technologiques, nous allons proposer des services de numérisation, indexation, vidéocodage, aider à passer sur de la dématérialisation documentaire pour un certain nombre de services qui soient aussi bien du privé que d'institutions publiques. Et puis le deuxième volet, next slide, slide suivant s'il vous plaît, c'est grâce à un élément de contexte qui n'a pas été adressé aujourd'hui, et c'est l'arsenal juridique. Parce que généralement, quand on parle de changement, on a 1, le volet technologique, 2, le volet juridique, et 3, le métier qui se prépare et qui embrace, qui s'approprie ce changement. Et au Maroc, nous avons la chance d'avoir un arsenal juridique qui est up-to-date, qui est à jour et qui nous permet d'avancer dans cette démarche-là. Et notamment la loi sur les échanges électroniques qui permet de donner une valeur probante aux différents certificats. Ensuite, le code pénal sur la cybercriminalité. Et puis enfin, nous allons retrouver également la protection des données personnelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Balid al-Maghrib a été désigné comme opérateur de tiers de confiance. Donc aujourd'hui, Balid al-Maghrib est en mesure d'apposer les certificats qui vont permettre une signature électronique et qui vont donner une valeur légale aux documents électroniques ou à la data électronique qui est utilisée. Donc au niveau du groupe Post-Maroc, nous comprenons qu'il y a une mutation. Il y a un aspect dématérialisation à accepter et à accompagner. Le deuxième, c'est le volet juridique. Et c'est à ce titre-là que nous avons eu l'agrément de opérateur numérique de confiance. La Poste et le groupe Poste est connu historiquement de par la notion de confiance. Et on retrouve ça également en France, où la Poste, l'un des éléments qu'elle commercialise, c'est la confiance des postiers et la confiance de l'institution postale. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, là, c'est un slide que j'ai piqué à mes homologues de la Poste Digitale. Donc, la Poste Digitale commercialise un certain nombre de certificats. Alors, ces certificats ont plusieurs vocations, notamment, on va dire, sécuriser l'identification de la source, l'authentification de la source et puis l'intégrité des messages. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que ces outils-là, nous allons les retrouver dans les écosystèmes qui sont mis en place. Nous allons voir un exemple par la suite. Et puis nous allons également le retrouver dans le domaine de l'industrie 4.0 avec l'IoT, l'Internet of Things. Parce qu'aujourd'hui, vous avez différents échanges qui émanent, différentes données qui émanent d'un certain nombre de capteurs, de récepteurs, qui vont être utilisés par des applications dans le cloud. Mais à un moment donné, il peut être nécessaire de sécuriser que la donnée qui émane de ce capteur, de cette source, de cet objet, est une information qui peut avoir une valeur probante. En échangeant avec les dirigeants de la structure, on a tendance à prendre l'exemple des radars pour en fait les contraventions d'excès de vitesse. Aujourd'hui, vous avez des radars. Donc vous êtes flashé, pour information, en fait l'amende est produite chez Balid al-Maghrib, donc on reçoit les données, on produit et on vous envoie l'amende chez vous. Ces radars-là, quelque part, peuvent être équipés également d'équipements IoT qui vont avoir un certificat et qui vont permettre d'avoir une donnée signée électroniquement et qui sera non opposable juridiquement. Slide suivant. Et c'est là où je dresse un exemple, c'est le cas de Portnet. Alors ceux qui sont dans l'importation, exportation, qui sont également quelque part proches des établissements publics, connaissent le projet Portnet. Globalement, c'est une plateforme d'échange électronique qui met en relation un certain nombre de parties prenantes, et c'est là où je sors du volet Industrie 4.0, Manufacturing, usine, et je parle des parties prenantes qui sont, vous avez l'importateur, mais vous avez le transitaire, vous avez les douanes, vous avez l'office d'échange au Maroc, vous avez les banques. Et quelque part, on met en place un écosystème qui va permettre de mettre en relation l'ensemble de ces parties prenantes, de digitaliser leurs échanges, tout en apportant une valeur juridique aux données qui sont remontées. Et aujourd'hui, je suis importateur, je souhaite faire une déclaration sur Portnet. La première nécessité, c'est de dire je vais pouvoir m'enregistrer sur Portnet et signer ma déclaration électroniquement. Donc je vais constituer un dossier, je vais le soumettre à Balid al-Maghrib, qui va me remettre une clé. Et sur cette clé, j'ai un certificat. Et au moment où je ferai une déclaration,
le document sera signé électroniquement et la valeur douanière, fiscale, sur ce document fait foi juridiquement. Et cet écosystème, c'est ce que l'on souhaite en fait démultiplier, et c'est sur ces écosystèmes que Balid El Maghreb aujourd'hui accompagne les différents industriels. Là, on le voit sur une administration. Slide suivant, s'il vous plaît. L'idée, c'est de le voir sur d'autres secteurs d'activité. Alors, par le passé, j'ai travaillé sur des projets qui étaient très intéressants et j'ai retrouvé un peu leurs exemples ce matin et cet après-midi. Un des projets, c'est comment pouvoir créer un écosystème dans lequel la relation entre un producteur, alors de produits agricoles, et ses fournisseurs de matières premières, donc c'est des gens qui cultivent des champs, comment est-ce que je peux avoir un écosystème digitalisé où l'ensemble des échanges se font de manière digitale. Alors c'est un projet qui a lieu au Maroc, c'est un acteur de premier plan qui a finalement choisi de doter les agriculteurs de cartes, comme des cartes monétiques, et d'avoir des agents qui vont aller sur les champs, qui vont faire un certain nombre de saisies sur des PDA, qui vont remonter l'information au niveau du producteur, et derrière ils vont faire de la compensation sur des aides, des subventions et des prix de vente. Et finalement c'est un écosystème où on va retrouver l'industriel, et puis la force d'approvisionnement, ses fournisseurs, le tout au travers d'une approche digitale. Et puis dans l'industrie, on a vu un exemple tout à l'heure présenté par Huawei. On a aujourd'hui un industriel au Maroc qui, au niveau de sa mine, a mis en place une plateforme de gestion de sa flotte minière. C'est-à-dire qu'il a déployé un certain nombre d'équipements sur ses mines, des antennes. Il a mis en place des objets, des IoT sur ses engins miniers. Et puis il a un logiciel qui lui permet d'optimiser tout l'opérationnel sur la mine. Et derrière, il a un écosystème dans lequel il a la gestion de la production qui est dans des mines généralement délocalisées et centralisée avec une gestion en fait au niveau du siège ou au niveau opérationnel. Et ce sont ces écosystèmes-là qui nous intéressent et sur lesquels Balid El Maghreb se positionne pour être un acteur qui va accompagner dans la démarche citoyenne. Et j'ai commencé avec une citation et vous verrez que je serai bref. Je finis avec une dernière. Ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent ni les plus intelligentes, mais celles qui sont les plus à même de s'adapter. Et ça, c'est la première leçon qu'à Balid El Maghreb nous avons reconnue et qui nous a amené à nous positionner sur le digital. Merci. Merci Mehdi, shukran. Donc, donc si Hicham, تفضل. Bonjour tout le monde. Bon, c'est la fin, je vois déjà que c'est 17h20. Je vois que tout le monde est un peu fatigué après une longue journée. Après Service 4.0, donc le dernier de la Poste, on va revenir vers l'industrie. Et on va rentrer un peu plus dans une ligne de production, et plus exactement dans la maintenance, pour voir comment cette industrie 4.0, comment ces nouvelles technologies, on va pouvoir les utiliser pour améliorer la maintenance. Donc, on revient vers la ligne de production. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, on passe. Donc, avant d'aller, bien sûr, on a vu ce matin toutes les technologies qui rentrent dans le cadre de l'industrie 4.0. Suivant. Donc, on va se concentrer sur les trois qui sont à gauche. Suivant, s'il vous plaît. Big Data Analytics, Augmented Reality, Additive Manufacturing. Mais dans cette présentation, on va se concentrer beaucoup plus sur les Big Data Analytics, comment on va utiliser donc des logiciels, on va dire, des algorithmes pour essayer d'améliorer notre maintenance. Suivant. Donc bien sûr, l'objectif de la maintenance, donc comme toute personne le sait, donc c'est de donner donc l'availability bien sûr de l'outil de production, bien sûr avec un coût optimal, et puis bien sûr assurer la qualité, la safety en respectant l'environnement. Donc là c'est un postulat de base, on va partir de ce principe-là. Suivant. Donc dans une recherche, là il y a la source en bas, sur 200 industriels, 200 usines, 200 facilities en Europe qui ont été questionnées à travers une survey, à travers donc l'organisme qui est en bas. Donc on voit donc que le predictive maintenance, qui est notre sujet, environ 50% utilisent déjà donc, le predictive maintenance. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose de l'avenir, c'est déjà la réalité aujourd'hui. Suivant. Donc AST, suivant. AST, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que la predictive maintenance, comment on l'utilise. Suivant. Donc
predictive maintenance, le principe, il est simple. Je vais vous demander de vous rappeler ce slide parce qu'après, on va en parler pour ne pas dire aux gars, donc retourner en arrière, etc. On va se rappeler ce slide. Alors, le predictive maintenance, c'est simple. Donc, on part que l'équipement, à un certain moment, il commence à donner des signes, early signal 1, early signal 2, early signal 3. Et si on ne fait rien, à la fin, donc, ça clash, et puis donc, il y a la failure, il y a la panne qui arrive. Donc, la predictive maintenance va essayer d'avoir le message le plus tôt possible. Donc, le early signal 1, 2 ou 3. Puis donc, pour avoir ce message et dire que, attention, cet équipement, si on ne fait rien, il va s'arrêter dans 12 heures, par exemple, ou bien dans les 24 heures qui suivent. Donc, il faut intervenir. Globalement, le concept, c'est ça. Suivant. Pourquoi la prédictive maintenance? Alors, contrairement à la corrective maintenance à droite, et puis donc la préventive maintenance à gauche, je vois des industriels, donc la préventive maintenance, c'est qu'on fait un scheduling de toutes les interventions qu'on va faire, et donc on va prévenir, donc suivant une fréquence donnée, on intervient. La prédictive maintenance, elle va prédire et dire que voilà quand est-ce qu'il faut intervenir. Donc à un certain moment, on va prédire le correctif pour qu'il n'arrive pas, mais on va gagner également un coût de maintenance préventive qu'aujourd'hui on le fait alors que l'équipement il est toujours apte. C'est pas la peine de faire cette préventive maintenance, c'est pas la peine de changer ce part parce qu'il est toujours opérationnel. Aujourd'hui dans la préventive, on dit que ce part on le change une fois par mois. Donc, peu importe est-ce qu'il est opérationnel ou non, est-ce qu'il peut tenir une semaine de plus ou non, on va le changer. Donc, c'est un coût. Dans la prédictive maintenance, non, on ne va pas dépenser ce coût. Et du coup, donc, le coût, il est optimal quand on est dans le mode prédictive maintenance. Suivant. Donc, le cas qu'on est en train de voir, ça, c'est AST. On a donc un process qui s'appelle wire bonding. Donc, en gros, donc, on fabrique des composants électroniques. Donc on pose une puce et on vient la wirer avec donc une frame. Donc on est dans les 2 mm, 3 mm, donc c'est des composants qui sont vraiment très petits. Donc ce process de wire bonding, il est en général sur pratiquement toutes les usines, il est bottleneck. Et il présente des problèmes de temps à autre. Donc si on arrive à prédire les failures qui viennent, donc ça sera une bonne chose. Donc comment on a pu faire ça? Donc on a linké ces wire bonds un système et on est en train de prendre tous les paramètres et tous les events. Donc on essaie de les collecter, de les mettre dans un serveur, donc data capture, après data collection, puis processing. Mais après, une fois on collecte toutes ces data, il faut les analyser. Donc comment on va les analyser? Il y a un algorithme derrière. C'est là où on fait intervenir nos collègues mathématiciens, statisticiens, ils prennent toutes ces data et puis donc ils vont les manipuler pour essayer de sortir avec quelque chose de added value de ces data. Donc ils vont les cleaner, ils vont laisser rien que les data donc, qui ont de la valeur, on va dire. Et après, donc, ils vont donner, à travers cet algorithme, on va dire que tel équipement, ils vont donner une information que tel équipement, suivant ce modèle de data qu'on a collecté, il risque de tomber en panne. Bien sûr, quand je parle de data, ce n'est pas question de quelques jours. Là, dans ce cas réel, les wirebonds, on est en train de collecter au moins 3 mois de data. On construit un historique assez grand pour pouvoir l'analyser et prédire ce qui va arriver dans les heures qui suivent. Donc, dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Suivant. Mais avant d'aller un peu plus loin dans la prédictive maintenance, parce que tout ça, c'est joli, c'est prédictif, on va pouvoir prédire. Avant d'aller dans le détail, aujourd'hui, est-ce que dans la maintenance, parce qu'une usine qui prétend aller vers le prédictive maintenance, elle doit être au moins déjà paperless. Si on est toujours dans les recording books, on est un peu en déphasage. Donc là, le message, c'est qu'il faut travailler sur la maintenance basique, le PM, etc., avant d'aller chercher, donc d'aller vers quelque chose qui est un peu plus lointain. Le CMMS, donc la GMAO en français. Le CMMS, bien sûr, il permet donc d'analyser et puis donc toutes les interventions maintenance, on les collecte, on suit l'historique des équipements, etc. Ça, c'est l'objectif de la GMAO. Mais aujourd'hui, pratiquement parlant, est-ce que ce système de GMAO, il est lié à l'outil de production? En d'autres termes, par exemple, si une PM qui est supposée être faite cette semaine, elle n'est pas faite, est-ce que l'outil de production s'arrête?
Je peux vous dire que AST, par exemple, ça fait au moins 5 ans là qu'on a pu intégrer les systèmes. Chaque machine, une fois le PM il est overdue, le système de production s'arrête automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va éviter de produire la non-qualité, pousser donc la maintenance à interagir et intervenir, remplacer le part, faire la PM, etc. Et donc produire d'une manière optimale. Après, bien sûr, quand on parle, tout à l'heure j'ai parlé de collecte des data. La collecte des data ne se fait pas d'une manière donc magique. Il faut avoir bien sûr toute une infrastructure, des serveurs, lier donc les machines, un protocole de communication. Là, le protocole de communication qu'on utilise en général, c'est SecGem, qui permet donc d'interagir avec la machine et de collecter ces datas. Parce que quand on le dit verbalement, collecter les datas, c'est simple. Mais attention, il y a des protocoles de communication avec les machines. Donc, et là se posent 3 questions. Les équipements qui sont anciens, qui n'ont pas ce protocole, comment on va agir avec ces machines qui sont anciennes, qui ne sont pas déjà SecGem. Donc là, à ST, donc on a développé des applications en interne qui permettent de collecter à travers ce qu'on appelle les IO cards, les interface cards, etc., toutes les données dont on a besoin. Mais le point le plus fondamental, c'est le 3e, What about equipment under acquisition? Il y a plus que 5 ans maintenant, tout équipement, avant de l'acheter, dans tous les cahiers de charges aujourd'hui, c'est écrit noir sur blanc que l'équipement doit être SecGem compatible. Parce qu'on est dans l'avenir. Même si aujourd'hui, on n'est pas encore à 100% dans l'industrie 4.0, on va dire, mais si demain on décide sur une ligne d'y aller, au moins les équipements doivent être déjà compatibles. Et là, le message, je le passe peut-être à Hicham, je ne le vois pas là. Peut-être il faut relayer ce message, au moins, achetons tous des équipements qui sont d'office compatibles. Et puis après, même si l'équipement il est SecGem, il faut développer ce qu'on appelle le EAIC. C'est une interface, on va dire, électronique, qui permet donc de contrôler l'équipement. Donc c'est un petit software qu'on va mettre, il est entre la machine et le serveur, qui permet donc de prendre ces datas. Pour votre information, un programme EAIC, pour un type de machine, une utilisation particulière, il faut compter vers les $5K. Donc ce n'est pas quelque chose qui est donné. Donc juste pour avoir une idée. Suivant. Après, donc, se pose la question. On veut développer donc, et on veut déployer la prédictive maintenance. Quelle organisation? Vous avez un technicien maintenance, il y a beaucoup de pannes en face, il y a des machines qui s'arrêtent, etc. Donc, comment il va intervenir? Le mieux, c'est d'avoir la prédictive maintenance liée aux techniciens qui font la préventive maintenance. Suivant. D'autres questions se posent. Aujourd'hui, on parle de failure. La failure, elle arrive et on dit que le système, il va prédire. Mais la failure, l'origine de la failure, elle peut être l'équipement, le physique, le hard, ce qui nous intéresse. Mais il peut être la qualité de matière, une mauvaise qualité de matière. Dans notre cas, un wire qui est dirty, il peut altérer donc l'organe et puis donc l'équipement tombe en panne. Ça peut être l'opérateur qui a fait une fausse manipulation. Ça n'a rien à voir avec l'équipement en tant que tel. Donc ce n'est pas aussi simple de dire que prédictive maintenance, on va l'appliquer parce que déjà là, il faut savoir ségréguer donc, les vrais failures qui sont liés à l'équipement pour qu'on dise que là, on est en train de prévoir. Donc tout ça, c'est pour dire que prédictive, industrie 4.0, c'est joli, mais attention, dans l'exécution, dans la mise en pratique, il faut prendre en considération tout ça pour que ça ait du sens. L'exemple là, est-ce qu'on prend des failures qui sont communes, donc qu'on trouve toujours? Non, parce que ils sont un peu, donc on est dans le quotidien, ces failures qui sont répétitives. Non, il faut prendre des failures qui ne sont pas communes, qui sont le plus possible 100% equipment related, et puis essayer de trouver le trend. Quand j'ai parlé des 3 mois de data, on essaie de trouver un trend. Et à partir de là, oui, on peut dire qu'on est dans le mode prédictive maintenance. Suivant. Là, c'est un exemple. C'est-à-dire que si on n'a pas... Parce que là, on a parlé de... On va collecter les datas de l'équipement. Fine. Mais si on n'a pas cette possibilité, dans cet exemple, au milieu, donc, dans le truc qui est encerclé en rouge, on a un IoT, donc un sensor, d'ailleurs qu'on a sur le stand. Ce sensor-là, on peut venir le mettre, le coller
dans un équipement, sur un organe particulier, il va nous permettre de mesurer la température, la vibration, etc. On collecte ces datas et on construit l'historique dont on a parlé. Après, bien sûr, si je vois que la température elle est en train d'augmenter, c'est que quelque part, donc tel organe, il risque de tomber en panne. Si je vois que le taux de vibration, il est en train de dériver, il est en train d'augmenter, c'est un signe avant-coureur d'une panne qui va arriver dans les prochaines heures. Donc, on a deux façons de faire. On a deux façons de faire. Soit on va avec la collecte des datas, des machines, soit on met des capteurs additionnels et on collecte des datas de ces capteurs. Donc, le capteur dont on a parlé, c'est celui qui est dans la photo à gauche. Suivant. Donc, tout ça, c'est des détails. Dans notre cas, pratiquement, après une exécution de ce prédictive maintenance, ça c'est intéressant. On voit en haut à gauche ce qu'on appelle QFP Tunnel 6, donc un type de machine, on va dire. La PDM, elle a été introduite en octobre 2018. Et après, donc, on commence à suivre. Donc, on voit que à partir de, on va dire, de août 2019, on voit que le taux de panne, il a pratiquement donc baissé de 6 fois pratiquement. On est beaucoup plus, on est moins de 100 pannes par mois. La même chose sur le tunnel numéro 7, c'est exactement la même chose. Donc on arrive à prédire et on arrive à intervenir et on évite la panne qui vient donc comme ça donc à l'improviste. Suivant. Donc qu'est-ce qu'on gagne? Pratiquement. Dans la pratique, si on suit sur ce graphe-là la même chose, pratiquement ce qu'on a gagné, la troisième phrase, le prédictive maintenance, il a permis de gagner 30% sur ce qu'on appelle le TUD, donc le downtime. Downtime, aujourd'hui, s'il est de 10% au total, c'est-à-dire qu'on a gagné 30%, on a gagné 3% de temps available qu'on a donné à la production. Sur une ligne de production telle que celle-là, on a 30 wirebonds, c'est comme si on a ajouté un wirebonder. Un wirebonder, il coûte $100. Donc on voit donc les gains qui peuvent venir très très rapidement en implémentant ce type d'analyse et ce type d'outils. Suivant. Donc un autre, j'ai vu donc sur des présentations, on a parlé de l'augmented reality ou bien virtual reality. La même chose, donc à ST, on a déjà commencé donc à travailler sur ça. On a commencé à utiliser des casques justement pour tout ce qui est training, tout ce qui est remote assistance, tout ce qui est support to execution et même tout ce qui est intervention recording. Donc c'est des technologies qu'on a commencé donc à utiliser pour améliorer notre maintenance. Suivant. J'arrive donc au dernier slide des conclusions. Suivant. Donc la PDM, donc la prédictive maintenance, c'est un outil très très performant. Mais attention, ça ne remplace pas en aucun cas le CMMS, la PM, etc. C'est un outil complémentaire qu'il faut utiliser là où il y a du sens de la prédiction, là où les interventions, les pannes sont liées à l'équipement, là où on peut ségréguer réellement, etc. Un autre point qui est fondamental, on a parlé de modèle, parce que derrière, on collecte les datas, on les traite à travers un modèle. J'ai dit donc qu'il y a des mathématiciens, des statisticiens qui vont nous dire c'est tel modèle qui est le mieux adapté à telle data. Mais tel failure, c'est tel data, donc c'est tel modèle. Autre failure, c'est un autre modèle. Donc, et du coup, donc, le gars de maintenance qu'on doit avoir aujourd'hui, le profil, il doit être capable d'analyser, de rentrer dans ces data analysis, de comprendre c'est quel modèle, qu'est-ce qu'on va en faire, ce modèle il est plus adapté à celui-là, etc. Après, bien sûr, il faut essayer, refine-tuner jusqu'à ce qu'on arrive à des résultats, bien sûr, plus performants. Suivant. Donc, le dernier point, donc, c'était ça. Donc, le focus essentiellement sur donc, le know-how, sur l'expertise, sur là aujourd'hui on a besoin, on va dire, le technicien maintenance, l'ingénieur maintenance, le profil d'il y a longtemps, il faut l'améliorer, il faut le redéfinir, il y a des fonctions qui sont nouvelles, il y a ces nouvelles technologies qu'il faut intégrer, et donc là, l'OFPPT, bien sûr, ils ont intervenu ce matin, il faut qu'on aille dans ce sens. Moi, j'étais un peu surpris de ne pas voir des universitaires. On a parlé beaucoup. Ah, vous êtes là, c'est bien, moi je croyais qu'il n'y avait pas. Parce que j'ai parlé de mathématiques, modélisation, statistiques, on a parlé d'informatique, etc. L'université, ils peuvent aider là-dessus. Ils peuvent aider parce que
C'est de la recherche pour l'université, mais également c'est de l'industrie parce que nous, on n'a pas le temps de tout faire. Donc c'est un win-win partnership avec l'université. Voilà, merci. Shukran, Seycham, shukran. Alors, we open the stage for a few questions before we call a good night and until the next. شكون اللي ياخذ la première question? تفضل. Abdallah Jawad, conseil en logistique. J'ai deux questions et je serai bref. La première s'adresse à M. Naïm, l'autre à M. le représentant de Barid al-Maghrib. La facture électronique est devenue une exigence chez les entreprises pour réduire le délai de paiement. Est-ce que la certification est une exclusivité de Barid al-Maghrib? La seconde question s'adresse à M. Naïm concernant le design. L'industrie 4.0 est rentrée de plein pied dans le secteur de l'emballage packaging. Et on a assisté ces derniers temps à une amélioration du packaging, notamment dans la biscuiterie. Est-ce qu'il y a une demande forte dans ce secteur? Merci. Merci. Alors je vais commencer par répondre à la question concernant la facture électronique. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de démarches qui se font de façon électronique, de façon dématérialisée. La facture électronique en est une. Il y a un certain nombre d'acteurs industriels ici ou équipementiers qui répondent à des appels d'offres publics, vous pouvez également déposer vos réponses aux appels d'offres de façon électronique. Et à ce moment-là, vous pouvez également avoir besoin de signature électronique dans le futur. Donc oui, aujourd'hui, pour la facture électronique, selon les organismes et selon les montants des factures, vous aurez besoin d'un certificat. Et ce certificat, il sera à récupérer auprès de Barid al-Maghrib. Donc généralement, quand on dépose une facture, on engage une personne morale. Donc globalement, c'est une société qui déclare un chiffre d'affaires, principalement auprès d'un client étatique. Donc il y a un dossier à constituer dans lequel on remet l'ensemble des pièces relatives à la personne morale, mais également à celui qui a le pouvoir et qui va récupérer la clé, qui est un élément physique, c'est comme une clé USB, qui sera remise à celui qui a le pouvoir ou de représentation de la structure, qui pourra effectivement signer les différents documents au moment de les remettre. Donc oui, certificat et signature électronique, c'est dans le pipe au niveau public et c'est au niveau de Barid al-Maghrib que ça s'obtient. Me concernant, j'ai une question à laquelle je dois répondre, je présume. Oui, c'est vrai que le design industriel, il se trouve au sommet de la hiérarchie des formes de design. Il incorpore en lui le design graphique, donc forcément l'identité de marque, et puis tout un travail sur le packaging. Mais personnellement, je suis spécialisé dans des produits d'aménagement d'intérieur et des produits technologiques. La question du packaging, je ne suis pas dans l'agroalimentaire pour pouvoir y répondre, je suis désolé. L'université, s'il vous plaît. Juste avant, j'aimerais juste ajouter une remarque sur la question facture électronique, etc. Supply chain 4.0, logistique 4.0. Les grands donneurs d'ordre et la plupart des entreprises aujourd'hui qui ont déjà digitalisé leur procurement ont mis en place ou mettent en place des plateformes de gestion des achats et de gestion de la relation fournisseur digitalisée. La facture électronique passe par ces plateformes. Donc oui, très prochainement, c'est une obligation d'être avec un certificat électronique pour pouvoir être dans la relation client-fournisseur, faire partie du marché. Un dernier point, juste qui vient de surgir dans mon esprit, c'est il y a tout un effort de démocratiser, par exemple, l'impression 3D dans le but justement de sauter faire sauter le packaging, de manière à ce que chaque personne elle puisse imprimer son fichier. S'il veut un cadeau pour Noël ou je sais pas, voilà, ou même avec des imprimantes culinaires, on peut acheter des fichiers, chocolat, machin, etc. Mais je pense pas que c'est c'est pas pour demain en tout cas pour moi. Merci, je suis très honorée d'avoir la parole. Je suis même intimidée. Pour intimider un professeur, il faut vraiment le faire. Je vous remercie énormément.
C'est passionnant. Alors, je vous rassure, tout est en direct et je vais noter mes étudiants qui ne suivent pas. C'est hyper important. Donc, je suis Safia Lamarani, je suis enseignante au département du génie industriel logistique de l'ENSEM, tout le monde connaît, et je représente l'équipe pédagogique et l'équipe de recherche, optimisation des systèmes industriels et logistiques. Et pour vous rassurer, nous nous occupons non seulement de former les futurs ingénieurs qui répondront à votre besoin, mais nous formons aussi les professeurs juniors qui vont répondre à vos besoins. Donc j'ai 3 jeunes collègues avec moi. Donc j'annonce les bonnes nouvelles, hein, pêle-mêle. Nous avons une thèse qui vient d'être soutenue il y a quelques semaines qui parle sur la logistique avec l'IA, l'intelligence artificielle. Je crois qu'il a beaucoup de choses à faire. Vous avez un expert ici. Nous avons une autre thèse qui vient d'être soutenue il y a quelques mois sur la maintenance prédictive, préventive. La maintenance préventive et l'intelligence artificielle. Donc, ça répond directement à la problématique de modèles sur. Donc, ce ne sont pas des modèles qui sont continus comme vous avez proposé. Ce sont des modèles qui se basent sur le machine learning. Du coup, ça va répondre au problème qui a été. Donc, avec des publications internationales dans des revues américaines indexées. Donc, juste pour vous dire qu'on joue dans la cour des grands. Et nous formons aussi des ingénieurs. Donc, on a prévu dans la prochaine filière qui va commencer l'année prochaine, Inch'Allah, d'autres éléments de modules dédiés à la digitalisation 4.0. Donc, moi, avec Si Hichem, je le remercie énormément. Je m'amuse comme une folle sur LinkedIn. Je mets mes étudiants sur LinkedIn parce que c'est notre rôle. Que de bonnes choses. Vous avez parlé de... Je vous remercie d'un point de vue pédagogique parce que vous avez parlé de la moitié, 3/4 des matières qu'on enseigne à nos ingénieurs. Vous avez parlé de supply chain, de knowledge management, de KPIs, de pilotage. Vous avez parlé de maintenance, de prédictive, de problématiques. Même s'il y avait un débat, je ne suis pas très très d'accord avec Monsieur Yannick. Entre ingénieurs des mines, on va faire. Moi, je suis ingénieur de l'école Mohamedia, oui. Donc, c'est très intéressant, mais je reconnais quand même le point de vue de l'Européen, avec une vision de l'industrie française. J'en parle parce que c'est tout un chapitre dans mon cours de Lean Manufacturing, excellence opérationnelle. C'est mon cours, c'est ma spécialité. Et donc, j'en parle. Un des premiers chapitres introductifs, c'est automatisation versus travail manuel dans les systèmes productifs. This is the big question. Ça fait très très longtemps, le siècle dernier, voire le millénaire dernier, j'étais élève ingénieur. À l'époque, on nous parlait à l'école Mohammedia de l'usine virtuelle, l'usine nouvelle, on en parlait déjà, hein, les SIM, le Computer Integrated Manufacturing. J'ai fait mon 3e cycle dans les systèmes manufacturiers reconfigurables, dans les ateliers flexibles, ça fait très 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 longtemps. Et puis, entre-temps, les choses ont beaucoup évolué. Et donc, le Maroc s'est focalisé principalement sur des activités à forte composante de main-d'œuvre. Ça, c'est important à souligner. Parce que vous avez donné des exemples de choses qui sont automatisables. L'agroalimentaire, c'est génial comme exemple parce que c'est automatisable. Vous pouvez le définir comme étant un parcours. J'ai fait aussi de la CFA sur Katia, etc., machine, donc je sais de quoi vous parlez. La peinture, c'est super à automatiser parce que justement, ça présente un risque. Mais l'assemblage, non, très très difficile. Pardon ? Le manufacturing est un cas très intéressant à étudier. Justement. De toutes les manières, je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous. C'est juste que, comme j'enseigne l'ergonomie industrielle, si on automatise tout, j'aurais plus rien à enseigner. Non, non, mon propos est de ne pas tout automatiser, attention. Hein. C'est de recentrer l'humain sur sa valeur. C'est important parce que mes étudiants vous écoutent, ils auraient besoin, madame, mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec l'opérateur, il n'y en aura plus. Ah si, on dit bien la même chose. Absolument, je sais, je voulais juste préciser c'était... Ah oui, complètement. Oui, tout à fait. Hein. C'est la pénibilité du travail ou la répétitivité. On automatise ce qui est facile. Ou on automatise, ou on évite à l'humain d'être mis en présence de danger. Absolument. Et là, la machine a son rôle. Et on recentre l'humain sur sa valeur. Rassurez-vous, justement... Et là, on est dans l'ergonomie.
justement, rassurez-vous, là vous parlez de l'ergonomie cognitive, qui est un autre sujet. Moi je parle d'ergonomie physique dans les systèmes de production, en forte composante de main-d'œuvre. Parce que la majorité de mes ingénieurs vont travailler dans principalement des industries d'assemblage avec 80% de matière. Quand on parle de digitalisation des lignes de montage Renault, Peugeot, etc., ça veut dire qu'on va remplacer l'humain. En fait, on va digitaliser surtout l'information, la lourdeur des papiers qui circulent sur le terrain. De toutes les manières, je ne suis pas en train de remettre en cause, je suis juste en train, parce que c'est important pour mes futurs ingénieurs, de connaître qu'il y a une très grande panoplie dans l'industrie et qu'il y a des choses justement qui sont super géniales à automatiser, telles que tout ce qui est usinage avec les NURBS, les NUPPS, les basispoints. J'ai enseigné ça, je suis spécialiste aussi. Merci du rappel. Avec grand plaisir. Je suis une fan de vous, je suis une fan. Et donc, puis il y a deux choses. Oui, je vais arrêter. No, bon, voilà. First of all, I would love to thank you so much for bringing your students, because this is what we need in Morocco. Thank you. Seriously, Thank because we come from different backgrounds, and the amazing part of this education process is to give the torch to the young people. Exact. And not only to give them the torch, but to teach them the up and downs, and also to be implemented in the business and the business industry. Because at the end, we want to improve the quality of life for citizens through that process. And nobody will thank you enough. Thank you. No, not at all. I'm very honored. Seriously. That's it. I'm very proud for this. Thank you very much. And for this being said, if you have anybody in your classmates that you recommend for a full scholarship, I will take him to United States. Yes, super. First enough? Good. Merci so this is the last. We will go with Hisham, right? You want to take the stage for a little word, and then one more question, please. Okay, je vous laisse. He's gonna take. Yes, تفضل. Merci. J'étais un peu interpellé, comme je suis médecin, donc le monde médical devrait être également intercepté. Mais je fais l'analogie parce que je travaille sur l'approche systémique et holistique. Et j'étais interpellé parce que j'aime bien l'utilisation de technologie 4.0 ou évolution 4.0 plutôt que ce terme d'industrie, bien qu'il y ait le prix Nobel dont on parle et l'effet de mode. Et pourquoi je dis ça? Parce que les différentes révolutions, je les rapproche par rapport au corps humain. La première, c'était un petit peu se doter de muscles. Par la suite, c'est le système vasculaire et le système nerveux. Je parle de l'électrique et de l'électronique. Aujourd'hui, je peux dire qu'on se dote de cerveau. C'est ça ce qui va faire un petit peu pour qu'on puisse travailler ensemble, pour qu'on puisse avancer. La question que je pose, pourquoi je parle, c'est pas pour dire ou placer la chose, mais pour sortir de l'industrie et pas que l'industrie. Et vous avez touché un petit peu tout un chacun à un moment donné à la sécurité et à la notion de sûreté. Mais toujours, c'est intégré par rapport à ce que vous faites. Maintenant, est-ce qu'il y a des expériences qui sont mises en place pour purement sécurité? Vous parliez tout à l'heure des capteurs, de connectivité et ce qui en suit, mais est-ce que c'est utilisé dans un modèle genre ASOP, genre donc une approche AMDEC, mais qui nous permet justement d'avoir cette notion de cette quatrième révolution pour qu'on soit dans une dimension purement sécurité, notamment la sécurité industrielle et technologique, parce que les gens gagnent leur vie, c'est bien, mais il ne faut pas quand même qu'ils la laissent totalement. Merci. Voilà. Ouais, justement, je voulais poser l'ergonomie. Ok. Alors, juste pour répondre à ce point, parce que c'est vrai que l'automatisation est difficile dans un contexte économique où le salaire minimal est 2500. Donc ça va toujours être beaucoup plus cher d'automatiser. Donc ça c'est clair. Donc il y aura toujours la main-d'œuvre, comme vous l'avez bien expliqué. Et je me posais la question, quand vous avez dit, j'enseigne à mes étudiants de prendre en compte l'OHS, je me posais la question, comment vous faites? Est-ce que vous avez une liste de mouvements qu'il ne faut pas faire ou... C'est ça, en fait, il y a une base de données. Oui, mais justement, ça doit être très physiologique. Oui, bah alors, juste... Je sais pas à quoi je devrais m'attendre, mais... Alors, juste pour... Absolument. Les services, et il y a l'ergonomie physique,
ce qui nous intéresse parce que le monsieur est médecin. Absolument. Alors, concrètement, je vais vous donner un exemple. Dans des postes de travail, il y a plein de normes, par exemple les National Institute Oui, oui. Occupational Safety and Health et un organisme phare international qui édite des équations, par exemple, ou des règles que nous utilisons en tant qu'ingénieur industriel. C'est développé par des médecins du travail. Nous, on n'est pas médecins, mais on utilise ces règles qui nous donnent pour concevoir des postes de travail Yeah, I know. qui n'exposent pas les opérateurs à des maladies professionnelles, notamment les troubles musculo-squelettiques, etc. Alors il y a mon boss qui me fait signe, il faut que tu répondes maintenant parce qu'on a une réponse concrète. Alors on travaille pour des entreprises comme Daimler, la maison mère Mercedes. Chrysler, etc. Donc c'est des gens en fait qui à chaque fois qu'ils ont une gamme de voitures, ils vont construire une ligne de production. Une ligne de production, c'est-à-dire de nouvelles machines, de nouvelles procédures, etc. Est-ce que c'est vraiment possible de faire du consulting et leur expliquer comment faire? C'est impossible. Donc ce qu'on a construit chez Siemens, c'est un outil qui va simuler les gestes. C'est un outil logiciel, un digital twin, qui aura l'opérateur qui va faire la simulation des gestes, des mouvements. Et ce logiciel, il est en norme avec les... Est-ce que vous avez bien décrit les normes médicales, etc. Et qui va permettre au planning engineer, c'est-à-dire la personne qui fait la planification de la production, de voir les gestes et les mouvements qui sont pas pratiques. Ah, moi, j'ai vu un exemple intéressant. Je voudrais pas faire de la publicité peut-être à vos concurrents c'est Dassault Systèmes sur Katia, ils ont tout un module ergonomics avec des équations de type Rula, Nioche, etc. qui sont tous intégrés dans le système. Donc on l'utilise dans la conception des grands produits. Et là, je fais un clin d'œil aux designers parce que non seulement il y a l'aspect esthétique. Bon, j'ai fait aussi la conception produit nouveau, innovation. Ça fait très longtemps aussi. Donc ça, c'est l'aspect design et l'aspect ergonomique est très important pour la vente. Donc on l'utilise pour les produits manuels, pour les souris, pour le développement, etc. Absolument. Et pour la conception des postes de travail. Je m'excuse, vous êtes non. Je fais un clin d'œil à mes collègues qui sont en train de développer ce logiciel et c'est vraiment très complexe comme technologie en fait. C'est un travail de collaboration avec les médecins, avec... Merci, it's exciting. I have another question down here, please. تفضل. Pendant qu'il y a... Non, c'est pas vraiment une question. Je me présente, je suis Abdelkader Belhaj, je viens de la Tunisie. En fait, on est partenaire de Siemens Digital Software pour la plateforme Industrie 4.0, tout ce qui est logiciel. Madame, vous avez évoqué la partie ergonomique, on a des bons outils. Jacques, c'est un outil logiciel qui fait partie de la plateforme Industrie 4.0 de Siemens, qui simule tout ce qui est poste ergonomique de travail. Et il est très intéressant parce qu'il s'intègre dans la plateforme de Siemens où on a toutes les informations nécessaires depuis la conception jusqu'à le recyclage. Aujourd'hui, je suis fier par cet événement et je remercie tous les organisateurs, entre autres Industrie Maroc, Monsieur le ministre, tous mes collègues de Siemens, les partenaires, les développeurs. Et puis, ce que je trouve aujourd'hui nécessaire, il faut vraiment créer une synergie entre l'université et les industriels. Voilà, je vous donne un sujet de PFE. On veut simuler les files d'attente au niveau de l'aéroport Mohamed V à Casablanca. Vraiment, c'est vraiment fatigant. Je vous donne le logiciel Technomatics. Il est fait pour... Et voilà un travail à faire, et voilà un proof of concept. Le deuxième, je vous donne Jacques, et vous allez simuler et comparer avec Katia. Et voilà, c'est bon, merci. Alors, this is the best part of this evening. Well, en café s'il vous plaît, So, well, we heard you enough. Ladies and gentlemen, thank you so much for being here. It's always a pleasure to welcome you, and until next, thank you so much again. Have a wonderful day.